Sommes-nous en train d'entrer dans une ère pré-révolutionnaire? Cela en a bien l'air, Glenn. Ce que les oligarchies ont traditionnellement fait tout au long de l'histoire, c'est que lorsque les pressions sociales devenaient insupportables, c'est-à-dire lorsque l'oligarchie perdait complètement sa crédibilité et que le peuple voulait la renverser, elle criait « Les barbares sont aux portes ». Elle projetait tous les problèmes sur un ennemi extérieur, puis offrait toutes sortes d'incitations, ou forçait les hommes de la population, les mâles en âge de combattre, à aller affronter ces ennemis extérieurs. Et s'il n'y avait pas de guerre, elles en inventaient une. Elles en fabriquaient simplement une, car ce qui se passait alors, c'est qu'elles détournaient les griefs vers un ennemi extérieur, envoyaient les hommes à la guerre, et ces hommes étaient sacrifiés en très grand nombre. Et il est controversé de dire que c'est une politique délibérée. Mais cela en a tout l'air. On envoie des hommes à la guerre, et ensuite, on ne cherche pas seulement à gagner la guerre et à les ramener chez eux. Ces hommes sont des héros, certes, mais ils restent peut-être, vous savez, des ennemis potentiels. Alors on essaye d'en éliminer le plus possible. Et puis, vous savez, on utilise aussi les combats pour recruter ceux qui pourraient devenir la garde prétorienne. Les plus dociles, les plus ambitieux, ceux qui veulent servir le pouvoir. Le problème aujourd'hui, c'est qu'il semble que l'ancien manuel ne fonctionne plus, parce qu'ils perdent le contrôle du récit. Autrefois, ils pouvaient crier « ennemi », barbares aux portes, parce qu'ils contrôlaient les moyens de communication, puisque nous dépendions tous des journaux, des magazines, de la radio et de la télévision. C'était donc très facile pour eux de contrôler le récit, et nous n'avions pas vraiment d'alternative. Mais aujourd'hui, nous avons Internet et les réseaux sociaux. Alors quand il s'écrit « les barbares sont aux portes », c'est-à-dire « les Russes arrivent », les gens ne les croient pas, car ils ont une compréhension plus fine de ce qui se passe. Et l'ancien cliché selon lequel, une fois les Russes finis avec l'Ukraine, ils commenceraient à envahir le reste de l'Europe. La plupart des gens ne le ressentent pas ainsi. Ils ne craignent pas la Russie autant qu'on leur dit qu'ils devraient. Alors quand les principaux responsables politiques et militaires déclarent « Eh bien, devinez quoi, vous allez devoir sacrifier vos enfants », les gens répondent « Non, nous ne voulons pas sacrifier nos enfants. Nous ne le ferons pas. » Nous ne pensons pas que la Russie soit notre ennemi. Nous devrions surmonter toutes nos divergences autour de la table. Et donc, vous savez, les tensions sociales sont devenues très aiguës. Nos dirigeants ont perdu toute crédibilité. La classe des experts a perdu sa crédibilité. Le niveau de vie se détériore rapidement. L'ennemi extérieur, le chiffon rouge de l'ennemi extérieur, n'a aucun effet. Alors, que se passe-t-il maintenant? Je pense qu'on va soit vers un soulèvement social, soit vers une révolution, soit vers une guerre civile. Je pense que c'est la direction que nous prenons. Espérons que cela puisse être évité. Mais ces gens ne vont pas simplement disparaître en silence dans la nuit. Je pense qu'il serait extrêmement important pour nous tous d'essayer de rallier le plus grand nombre possible de membres de leur garde prétorienne à notre cause, c'est-à-dire de chercher à communiquer avec les personnes dans l'armée, les forces de police, les pompiers, les unités de défense territoriale, tout ce que vous avez, et de leur dire que l'ennemi est chez nous et que nous devons réformer nos sociétés. Alors ne nous faisons pas la guerre entre nous, mais voyons comment nous pouvons le mieux réformer nos systèmes. Ensuite, les oligarchies n'auront plus le choix. Elles ne peuvent pas aller contre le peuple. Eh bien, si vous lisez La République de Platon,
Il écrit en partie ce que vous dites maintenant. Il souligne que ces gouvernements oligarchiques ont tendance à être biaisés en faveur de l'instabilité et de la guerre. Fait intéressant, Obama a dit cela lorsqu'il est entré à la Maison-Blanche. J'ai parlé au colonel Lawrence Wilkerson, qui était là à la Maison-Blanche, et il a expliqué qu'Obama lui avait dit que dans cette ville, quoi que vous essayiez de faire, il y a toujours cette inclination pour la guerre. Et vous savez, si vous regardez la République de Platon, c'était essentiellement son argument. L'élite riche commence à accumuler des richesses, les inégalités augmentent et le ressentiment commence à se répandre. Et puis, bien sûr, l'oligarchie aurait, je suppose, tendance à pencher vers la guerre pour deux raisons. D'abord, comme je l'ai dit, pour accumuler davantage de richesses, étant donné qu'elle ne supporterait pas le coût du conflit. En somme, ce seraient les paysans qui devraient mourir. Mais aussi, déclencher des guerres à l'étranger est un bon moyen d'unir la population. Cela détourne l'attention des conflits internes et renforce le pouvoir des élites. Encore une fois, cela renvoie à la nature humaine. Nous sommes des animaux grégaires. Plus la menace extérieure est forte, plus il est dans notre nature de rechercher la cohésion et la solidarité interne. Et nous finirons par nous punir mutuellement pour ne pas avoir respecté la ligne à l'intérieur. Mais est-ce ainsi? Juste une dernière question. Est-ce ainsi que vous percevez bon nombre de nos guerres actuelles? Parce que nous avons beaucoup de problèmes avec l'oligarchie. Tout d'abord, sur la scène internationale, son pouvoir est en déclin en raison de la montée de pays comme la Chine, mais aussi à cause du découplage des centres énergétiques et de l'influence croissante de grandes puissances comme la Russie et de producteurs d'énergie comme le Venezuela et l'Iran qui échappent à son contrôle. On peut voir l'hégémon en déclin. Il y a l'élément externe de nouveaux centres de pouvoir, mais aussi sur le plan intérieur, un ressentiment croissant au sein de la population. Est-ce ainsi que vous percevez les guerres? Je veux dire avec la Russie, potentiellement la Chine, le Venezuela et probablement dans un avenir proche l'Iran, et je suppose les troubles de notre époque. Voyez-vous cela comme lié aux oligarchies? Oui, c'est lié aux oligarchies. Mais je pense que ce n'est pas toujours une question de détourner l'attention des problèmes intérieurs. Parfois, ils veulent réellement conquérir les ressources d'autres nations. Autrement dit, ils veulent obtenir le contrôle politique de pays riches en ressources. Pourquoi? Parce que de cette manière, ils transforment le travail et les ressources de cette nation en leur propre garantie. Ce qui est une façon remarquable de créer du crédit pour soi-même à partir de la richesse d'autrui. Au moment où vous accordez des prêts à vos clients, comme KBR, ExxonMobil, Shell, peu importe, pour aller développer une ressource pétrolière en Irak, en Iran ou au Venezuela, la richesse en ressources de cette nation devient votre richesse dès que vous émettez ce prêt à votre client. Et tout au long de l'histoire, ces oligarchies dirigeantes ont toujours appartenu à la classe des prêteurs d'argent, y compris à Rome. Ainsi, à titre d'exemple, Jules César, qui, encore aujourd'hui, est diabolisé dans nos programmes d'histoire comme l'homme qui aurait presque détruit la démocratie romaine, voulait en réalité réformer Rome et limiter le pouvoir de l'oligarchie. Brutus, l'un de ses assassins, faisait partie de ces oligarques. Et Brutus n'était pas ce défenseur républicain de la démocratie. C'était un prêteur d'argent avide et un usurier. Il existe même une histoire selon laquelle il aurait accordé un prêt aux magistrats de la ville chypriote de Salamine, ou Salakis, je ne me souviens plus, en leur imposant un taux d'intérêt de 48 ou 50%. Et puis, lorsqu'ils n'étaient pas d'accord, lorsqu'ils disaient « c'est excessif, nous vous devons tant et pas davantage », il envoya la cavalerie assiéger la ville, et au moins 5 responsables municipaux moururent de faim.
Mais Brutus exigea le paiement intégral, bien qu'il appliquât un taux d'intérêt de 48%. C'était en somme le mode opératoire de l'Empire romain, car il était dirigé par les oligarchies prêteuses, par les banquiers. Et cela devrait nous servir d'avertissement, car lorsque Rome est tombée, elle s'est dégradée d'une manière très laide. Elle a été sans cesse déchirée par des guerres civiles. Torn apart by civil wars. Roman generals spent more time fighting other Roman generals. Les généraux romains passaient plus de temps à se battre entre eux qu'à affronter des barbares ou d'autres envahisseurs. Mais la façon dont l'histoire nous est présentée, tu vois, l'Empire romain et tout ce qui s'est passé, on a toujours dissimulé les leçons les plus importantes. On a toujours caché que tout cela concernait la dette, la banque, l'oligarchie, la colonisation, l'impérialisme, et ainsi de suite. Nous devons donc aujourd'hui redécouvrir toutes ces leçons, parce que nous le pouvons, parce que nous avons Internet, parce que de nombreuses ressources deviennent accessibles. Et beaucoup d'historiens brillants, dotés d'imagination et prêts à fouiller de vieux documents, publient désormais des ouvrages extrêmement intéressants et de nouvelles interprétations de choses qui nous avaient autrefois été cachées. En ce sens, je me sens très optimiste quant à l'avenir. Mais tu sais, ils ne vont pas simplement disparaître en silence. Ils vont se battre, ils vont résister. Nous devons donc rester fermes et exiger de véritables changements. Pas simplement dire « allons encore une fois en guerre, puis nous repartirons de zéro ». Ensuite, pendant 1 ou 2 générations, nous penserons que tout va bien jusqu'à ce que les dettes deviennent à nouveau impayables. Puis nous recommencerons tout, cycle après cycle, et, vous savez, peut-être même d'autres guerres mondiales, puisque nous en avons déjà eu 2, pourquoi pas une 3e, puis une 4e, et ainsi de suite. Je pense donc que nous devons briser ce cycle de l'histoire. Mais la seule façon d'y parvenir, c'est de vraiment comprendre d'où viennent les problèmes, avec autant de clarté que possible. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est possible. Cela demandera des efforts. Il faudra de nombreux podcasts comme celui-ci. Mais je crois que nous devons le faire, car c'est l'avenir que nous laisserons à nos enfants et aux enfants de nos enfants. Eh bien, j'aime quand tu termines sur une note optimiste. Donc des changements arrivent. On sent, pas à travers les gros titres des journaux, mais on perçoit le changement de sentiment, qu'il y en a certains qui veulent réellement restaurer certaines des valeurs et vertus que les dirigeants politiques prétendent représenter, bien qu'ils les aient clairement abandonnées depuis longtemps. Merci beaucoup d'avoir pris le temps. Merci pour l'invitation, Glenn. Toujours un plaisir. Et jusqu'à la prochaine fois.